Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans cette grande édition d'information de la télévision Bonferré. Nous ouvrons ce journal avec ce point de presse cet après-midi du ministre des Enseignements supérieurs qui est relatif aux résultats des examens du baccalauréat et la reprise des épreuves de mathématiques pour tous les candidats de la série D. Le compte rendu est signé Souleymane Sow. 4 jours après l'annonce des résultats globaux définitifs du baccalauréat session 2023 en Conseil des ministres, le ministre de l'Enseignement supérieur revient à la charge pour étaler la synthèse des examens du baccalauréat session 2023. De ces candidats inscrits, 89 813 se sont effectivement présentés. À l'issue des délibérations des premiers et seconds groupes, 22 660 candidats, dont 8 786 filles ont été déclarées admis, ce qui donne un taux de réussite médiocre de 25,33%, toutes séries et spécialités confondues. 16 des candidats admis ont obtenu la mention très bien, ce qui n'est pas du tout une performance. Parmi les 16, il est heureux de constater qu'il y en a 10 filles. Ça veut dire que, dans l'absolu, les filles sont performantes. 147 candidats ont obtenu la mention bien, dont 52 filles. 1273 ont obtenu la mention assez bien, dont 484 filles. Le ministre Mamoudou Jibo est revenu sur la question de la reprise de l'épreuve de mathématiques pour les candidats de la série D. Il y a eu des erreurs dans le sujet. Alors, seuls les membres des différentes commissions ont connaissance des 3 sujets proposés par discipline, dont le directeur général de l'OBEX retient un seul. Et pour un souci de confidentialité, il ne peut pas le partager. Vous comprenez qu'on ne peut pas recourir à des tierces personnes pour relire les sujets. Et puisqu'on ne peut pas le faire sans créer les conditions d'une fraude à grande dimension, il est normal quand c'est 3 personnes qui choisissent et que c'est une seule personne qui fait le choix final, qu'il y ait des erreurs parce que cette personne n'est pas spécialiste de toutes les matières. Il s'agit d'organiser rapidement la reprise de cette épreuve. C'est seulement l'épreuve de mathématiques pour la série D qui sera reprise. Tous les candidats au bac D 2023 sont autorisés à reprendre. Dans cette sortie médiatique, plusieurs questions ont été évoquées, dont, entre autres, le choix des correcteurs, l'élaboration des sujets, la question des fraudes et celle des réclamations. Aussi, dans ce point de presse, la date de la reprise de l'épreuve de mathématiques n'a pas été évoquée. L'organisation patronale des grandes écoles du Niger au Pagen a célébré ce matin la première édition de la fête des grandes écoles. À cette occasion, les élèves étudiants ainsi que plusieurs autres invités ont effectué les déplacements. Retrouvons Souleymane Ousmane pour le contrat. Pour la première fois, les grandes écoles au nombre de 9, regroupées au sein de l'organisation patronale des grandes écoles du Niger au Pagen, ont célébré ensemble la fête des grandes écoles de fin d'année. Une initiative qui vise à renforcer davantage les liens de solidarité et de partenariat entre les écoles. Écoutez, c'est pour la première fois qu'une organisation des promoteurs des écoles au Niger organise une fête de fin d'année qui d'habitude se fait dans chaque école de façon séparée. Nous disons que c'est trop cette manière de se disperser. Unissons les forces, voyons ce que ça va donner. Parce que nous avons besoin même de ce brassage de nos élèves. Regardez si nous faisons ne serait-ce que des petites compétitions
entre nos écoles, c'est les insultes par-ci, par-là, comme si nous ne sommes pas le même Niger. Donc nous avons essayé de remettre les gens ensemble pour que les choses marchent bien. L'événement a été aussi une occasion de distinguer ces grandes écoles pour la qualité de l'enseignement et de la formation dispensée. Mais je pense que les organisations ont pensé qu'il faut donner des témoignages de satisfaction parce que, je vous l'ai dit, c'est pour la première fois, encourager ces fondateurs-là qui sont en train de faire des choses merveilleuses parce que nous sommes pratiquement tous dans le sens de la qualité. Nous faisons tous une formation de qualité. Nous avons les plus grandes écoles, les plus nombreux candidats aux examens. Regardez, avant-hier, les examens de CAP et en tout cas les examens d'État pour les tertiaires sont sortis. Les meilleures écoles, c'est qui? Ça c'est dit. L'organisation patronale des grandes écoles du Niger, OPAGEN, a pour entre autres vision de créer et de renforcer un cadre idéal de formation et d'enseignement aux élèves et étudiants, mais également de contribuer à une éducation de qualité au Niger. Aussi, cette première édition a été rehaussée par la présence de plusieurs invités et étudiants, la remise des témoignages de satisfaction et la présentation des écoles. Après avoir effectué les Hajj, les pèlerins nigériens des groupes d'agences inscrits en vol régulier ont commencé à regagner le Bercail. Ce samedi, en début d'après-midi, les pèlerins du groupe Al-Manasik ainsi que d'autres sont arrivés à Niamey. Le compte rendu est signé Boubacar Amadou. 16h18 exactement, l'avion de la compagnie de transport aérien Ethiopian Airlines atterrit sur le tarmac de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. À son bord, les pèlerins en vol régulier de plusieurs groupes d'agences, parmi lesquels ceux du groupe d'agences Al-Manasik de retour de la Terre Sainte pour le Hajj 2023. Ces nouveaux El Hajj, comme on l'aime les appeler, visiblement épuisés par le voyage, mais très satisfaits d'effectuer ce rite religieux qui, selon eux, s'est déroulé dans de bonnes conditions. Du point de vue organisationnel, au niveau de l'Arabie Saoudite, il faut reconnaître une chose, les choses se sont très bien passées. Vraiment, les autorités saoudiennes se sont véritablement investies pour assurer véritablement la sécurité de tous les pèlerins et permettre à tout un chacun d'accomplir les différents rites avec efficacité, avec concentration, avec la plus grande quiétude. Ça, il faut le reconnaître. Vraiment, on a fait un bon pèlerinage et c'est très bien et on est content de ça. Comme toute organisation du Hajj, celle de 2023 a connu quelques manquements que déplorent les pèlerins. Mais quelque part ailleurs, il y a des choses qui ont failli et que je suppose et je souhaite qu'au niveau interne, c'est-à-dire au niveau national, les gens vont essayer de se mettre quand même d'accord pour essayer de revoir les choses et corriger les différents tirs. C'est vrai, il y a eu des imperfections. Naturellement, c'est les capacités, les insuffisances des capacités d'accueil n'ont pas été à la hauteur, n'ont pas permis aux gens quand même de véritablement avoir du souffle, comme on le dit. Mais il y a quelques petits problèmes et ça c'est un truc qu'on doit arranger, ça c'est pas de notre faute, c'est pas la faute de l'État, disons du Coro, mais c'est un truc qui est venu de là-haut, même au niveau des Saoudiens. Mais quand même d'ici l'année prochaine, Inch'Allah, peut-être ils vont essayer de régler, ça c'est sûr. L'organisation vraiment c'est vraiment un peu pénible. Bismillah. C'est vraiment un peu pénible. Surtout à Mina. C'est juste Mina, il n'y a pas de manger. Et puis, quand c'était un peu de l'appareil. Normalement, la direction de Koho devrait faire quelque chose pour améliorer. Parce que le Hajj au Niger, c'est très important. Même son de cloche au niveau des encadreurs qui ont noté certains manquements dans l'organisation au niveau de l'hébergement des pèlerins à la Mecque et à Médine, parmi lesquels on peut citer le surcharge au niveau des hôtels réservés pour les pèlerins. Plus de 1000 pèlerins pour un bâtiment, imaginez la promiscuité. Les groupes d'agents sollicitent auprès du commissariat chargé de l'organisation du Hajj de leur associer dans la réservation des hôtels pour éviter aux pèlerins non seulement d'être loin de la Kaaba, mais aussi d'éviter la promiscuité.
Mondial de la santé, l'ALDN et l'ONG Bafouné ont organisé ce matin une conférence à l'endroit des parents d'enfants drépanocytaires. Cette initiative rentre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la drépanocytose célébrée le 19 juin dernier. Reina Moussa pour les détails. L'association de lutte contre la drépanocytose au Niger et l'ONG Bafouné unissent leurs efforts pour affronter les défis liés à la drépanocytose. Reconnue comme problème de santé publique par l'Union africaine le 5 juillet 2005, l'UNESCO le 19 octobre 2005 et enfin par l'OMS le 27 mai 2006. Cette journée de sensibilisation et de plaidoyer vise à apporter un changement de comportement et une mobilisation sociale contre cette pathologie. Cette maladie continue de faire des ravages en silence et est totalement méconnue des Nigériens et de certains partenaires au développement. Le décès dû aux complications de la drépanocytose sont enregistrés essentiellement chez les enfants de moins de 5 ans, les adolescents et les femmes enceintes. Il travaille efficacement avec elles pour le bien-être des malades. Mesdames et messieurs, je profite de cette journée pour encore lancer notre cri de cœur à l'endroit du premier responsable de notre pays en tant que père, président de la République, chef de l'État, d'inscrire dans son agenda de priorité nos différentes préoccupations, la construction d'un centre de prise en charge des malades, l'adoption d'une loi reconnaissant la drépanocytose comme maladie handicapante, l'intégration directe sans concours à la fonction publique et dans toutes les institutions de la République, la prise en charge totale sur toutes les prestations médicales. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, chaque année 300 000 enfants naissent avec une anomalie majeure de l'hémoglobine avec une prévalence de 13% pour le continent africain. Au Niger, plusieurs avancées significatives ont été enregistrées selon le PCA du Centre national de référence de la drépanocytose CNRD. Au Niger, comme dans beaucoup d'autres pays, plusieurs progrès en matière de la prise en charge ont été enregistrés pour améliorer donc la prise en charge de la drépanocytose. Le Niger fait partie des pays où la drépanocytose constitue un problème majeur de santé publique du fait de sa prévalence élevée estimée à peu près 25% qui portent le trait drépanocytaire. Le gouvernement nigérien a adopté donc des réponses appropriées dans la lutte contre cette maladie à travers l'existence du Centre national de référence de la drépanocytose. Au cours de cette journée, les parents des enfants drépanocytaires, les personnes vivant avec la drépanocytose seront édifiés sur la maladie par le docteur Beidari, médecin traitant de la drépanocytose. Le volet reportage de ce journal fait zoom sur le prix de la pomme de terre, un produit cultivé au Niger dans une période limitée qui se fait rare et accessible à un prix jugé exorbitant par les consommateurs. Le reportage est signé Aïchatou Mohamed. La pomme de terre, jadis vendue il y a quelques mois à 250 voire 350 le kilogramme à Niamey, la capitale nigérienne, de nos jours, elle est rare, voire inexistante sur les différents marchés et autres points de vente. Du coup, pour l'acquérir, il faudra débourser la somme de 800 francs CFA ou 1000 francs le kilogramme, et selon la variété et les pays de provenance. Une cherté justifiée ici par certaines tracasseries routières, explique ce revendeur qui en souffre dans sa peau. To abin da ya saba a ganshi kasuwa kama kwambetar na wanda ba daga cikin kasanmu ne ake kawo shi ba, daga Najeriya ne ake kawo shi. To kuma da Najeriya akwai matsalolin hanya, shine ya sa ya yi kwana biyu ko kuma a samu kwana uku bai taho nan ba. Kudai ne ya hau ne saboda shi kayan gwari haka nan yake, in babu shi dole ne ya yi tsada. Ana samun matsala da su saboda yau ka to saye an ce maka kaza ne, ka sayi 100, gobe ka to an ce maka 120 ne, dole ne a samu matsala mana. Pourtant, la culture de la pomme de terre constitue une stratégie de sécurité alimentaire, de lutte contre la pauvreté des populations, produite dans toutes les régions du pays sur une superficie de plus de 5000 hectares, notamment dans les régions d'Agadez et Tillabéri. La problématique de la conservation de la production
reste encore d'actualité. Pour avoir de la disponibilité, après la production, il faut organiser le stockage et la conservation. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, au Niger, à partir du mois de juin, juillet, jusqu'en décembre, tout ce qu'on consomme comme pommes de terre au Niger, elles nous viennent soit des pays du Maghreb, soit des pays européens. Et la raison fondamentale, d'abord, c'est vrai, on est limité par les conditions du climat, mais surtout beaucoup plus par le fait qu'on n'a pas la capacité de retirer une partie de la production, le mettre en stockage, le garder pendant 4 mois, 5 mois, 6 mois, et puis pouvoir l'écouler comme ça, le rendre disponible. Pour la Confédération des coopératives des paysans horticoles du Niger, qui prône pour une autonomie et indépendance financière des producteurs, il s'agit d'envisager des actions pour rendre la pomme de terre plus disponible. Nous, ça fait pratiquement 4 ans, 5 ans que nous travaillons sur un stockage moderne. Actuellement, on a une capacité de stockage d'à peu près 2200 tonnes par an. Mais notre ambition, c'est de pouvoir aller d'ici les 5 prochaines années à minimum 50 000 tonnes. Avec cela, on peut tout au moins couvrir 8 à 9 mois de l'année et puis compléter les autres mois avec l'importation, le temps que d'ici 10 ans, on soit capable de produire localement et de rendre disponible à travers le stockage la pomme de terre pour le consommateur à très bon prix, de très bonne qualité, mais également qui augmente les revenus des différents producteurs. Produite au Niger, dans la période du mois de novembre allant à mars, la pomme de terre est actuellement confrontée à des défis, celle du manque de systèmes de mécanisation agricole pour le labour, l'irrigation, mais aussi la conservation. Du sport, dans ce journal, nous connaissons à présent les 3 pays qualifiés pour les Jeux olympiques Paris 2024. Il s'agit de l'Égypte, le Maroc et le Mali. La finale de la CAN U23 est en train de se jouer présentement entre l'Égypte et le Maroc. Notons que le MENA U20 autant pour moi, a enregistré pour sa première sortie du tournoi IFAWOB U20 Côte d'Ivoire 2023 devant les U20 du Ghana. Suivons les résumés de ces 2 rencontres avec Mohamed Alpha. La petite finale de la CAN U23 Maroc 2023 entre les U23 de la Guinée-Conakry face aux Aiglons du Mali a été époustouflante. Les 2 équipes ont produit du spectacle sans scorer. Elles se sont tenues dos à dos jusqu'à la fin du temps réglementaire, 0 but partout. Il a fallu les séances de tir au but. Dans cet exercice, les Maliens ont été adroits en s'imposant 4 tirs contre 3. He's done it. Mali will be in the Olympics. Mahamadou Ba is the hero. And there's the final whistle. Ils ont décroché la médaille de bronze tout en validant le ticket de qualification olympique, tandis que la Guinée-Conakry cherchera sa qualification pour les Jeux olympiques Paris 2024 face aux pays asiatiques. La finale de cette CAN U23 Maroc 2023 est en train de se jouer actuellement entre les espoirs égyptiens et ceux du pays hôte, le Maroc. Pour l'instant, ce sont l'Égypte, le Maroc et le Mali qui ont une qualification olympique Paris 2024. Pendant ce temps, les U20 du Niger ont fait match nul hier vendredi devant ceux du Ghana, 1 but partout dans le cadre du tournoi UFOA-B Côte d'Ivoire 2023. Ce sont les Ghanéens qui ont ouvert le score à la 20e minute de jeu sur coup franc, bien exécuté. Protégés de Abdrahman Issa Maïga, ordinateurs ont intensifié les offensives tout en obtenant l'égalisation dans les arrêts de jeu sur un bon mouvement. Le MENA U20 croisera le fer pour sa 2e sortie face au pays organisateur, la Côte d'Ivoire, le 10 juillet prochain. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Mais juste après, vous suivrez la rediffusion de votre rubrique hebdomadaire Actu sur le web avec Aminata, Yaya Meiga et Balima Brema. Très bonne réception et bonne soirée à tous. Au revoir.
Place à présent à votre rubrique hebdomadaire de tous les mercredis, Actu sur le web en compagnie de Balima Bourema. Balima, bonsoir. Bonsoir Aminatou Yaya Mega, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce mercredi 5 juillet 2023. Balima, l'agence Cofin.com nous apprend que la Chine va construire au Niger un complexe industriel. La Chine va construire un parc industriel multisectoriel dans la capitale nigérienne, Niamey, a annoncé l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Niger, Jiang Feng, lundi dernier. La construction de ce parc industriel est la concrétisation des résultats du forum d'investissement Chine-Niger qui s'est tenu avec un grand succès le 26 avril 2023 dans la capitale nigérienne sous la présence du Premier ministre chef de gouvernement Oumoudou Mahamadou, a-t-il déclaré à l'issue d'une rencontre avec le président nigérien Mohamed Bazoum. Soulignant que la Chine fait ce qu'il dit et dit ce qu'elle fait, le diplomate a également précisé que le parc industriel couvrira plusieurs domaines dont l'agroalimentaire, l'industrie manufacturière et la transformation des minerais. Le diplomate chinois a par ailleurs indiqué avoir présenté au président Bazoum un bref compte-rendu de la visite qu'il a effectuée récemment à Agadem 2, point de départ du pipeline export Niger-Bénin. Ce oléoduc long de près de 2000 km doit relier le gisement pétrolier d'Agadem dans l'extrême est du Niger au port béninois de Sémé, d'où sera évacué pour la première fois un brut nigérien extrait par la China National Petroleum Corporation. Pendant ce temps, Filippo Grandi, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, lui salue les efforts du Niger dans l'accueil des réfugiés selon ANP.NE. Nous avons discuté surtout de la situation du déplacement forcé au Niger et dans la région, et c'est ma 5e visite au Niger en tant que haut-commissaire. Nous avons entamé depuis longtemps au Niger un dialogue très constructif à ce sujet et le président de la République nous a fait état de nombreux défis qui se répandent dans la région, surtout dans les pays voisins qui traversent les crises sécuritaires très importantes, notamment le Mali et le Burkina Faso, a déclaré devant la presse Filippo Grandi à l'issue de l'audience qui lui a accordé le président nigérien Mohamed Bazoum. Le haut-commissaire de faire savoir que le Niger héberge à peu près 300 000 réfugiés des pays voisins, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Nigeria, et bien d'autres, et à cause des répercussions de ces crises, le Niger fait face à un problème de déplacement interne qui est plus ou moins les mêmes dimensions et les défis importants. Filippo Grandi dit avoir félicité le Niger parce que, malgré tous ces défis et les autres défis économiques, sociaux et la pression démographique, le Niger continue d'être un pays hospitalier avec des politiques d'accueil qui sont très clairvoyantes, visionnaires et très humanitaires. Aussi, le haut-commissaire dit avoir assuré le président nigérien que l'appui du HCR des Nations Unies et à travers la communauté internationale dans ce domaine va continuer. J'ai reconfirmé la présence du président de la République dans le 2e forum mondial sur les réfugiés qui va se tenir à Genève en décembre prochain, dont le Niger va être un des 6 pays coparrains qui vont convoquer avec le HCR cette réunion. Selon le diplomate onusien, il est très important que le Niger ait cette visibilité et ce rôle pour aussi montrer à d'autres pays que malgré tous les défis, on peut faire les choses de manière basée sur les principes et sur certaines efficacités, a conclu le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés HCR. La décision de Macky Sall de ne pas briguer un 3e mandat saluée par Issoufou Mahamadou et Bazoum Mohamed selon NigerFocus.com. Le président nigérien Mohamed Bazoum a salué l'annonce faite ce soir, c'est-à-dire lundi, par le président du Sénégal Macky Sall de ne pas briguer un 3e mandat à la tête du Sénégal, une des plus vieilles démocraties en Afrique francophone et en proie à des violences depuis la condamnation à 2 ans de prison du principal opposant Ousmane Sonko en début du mois dernier. Je formule le vœu que cette décision mûrement réfléchie apaise définitivement le climat politique dans ce pays frère, a écrit Mohamed Bazoum sur son compte Twitter.
Pour sa part, l'ancien président de la République du Niger, Issoufou Mamadou, estime que le président Macky Sall vient de faire preuve d'une grande intelligence politique. Ainsi, le Sénégal reste un des porte-flambeaux dont la flamme éclaire notre continent. Dans un message à la nation attendu par les Sénégalais et les observateurs, le président sénégalais a annoncé sa décision de ne pas briguer un troisième mandat à la tête de son pays. Ma décision longuement et mûrement réfléchie est de ne pas être candidat à la prochaine élection prévue le 25 février 2024, même si la Constitution m'en donne le droit à annoncer ce lundi soir le président Macky Sall. Le Sénégal dépasse ma personne et il est rempli de leaders capables de pousser le pays vers l'émergence, a-t-il ajouté. Macky Sall, à travers cette déclaration, met un terme aux spéculations sur son départ du pouvoir après 2 mandats présidentiels. Début juin, le tribunal de Dakar a condamné le leader de PASTEF, un regroupement de partis politiques et d'organisations de la société civile, à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse dans une affaire qui l'oppose à Adji Sarr, une masseuse qui a accusé Ousmane Sonko de viol. Des violences ont éclaté et ont entraîné la mort d'une vingtaine de personnes et de nombreux blessés, tant policiers que dans les rangs des manifestants. Les violences que Macky Sall a évoquées dans son adresse à la nation. Il les a qualifiées d'insoutenables et d'inexcusables. Selon lui, ces violences ont mis à l'épreuve notre cohésion sociale et l'objectif funeste des instigateurs était clair, s'aimer la terreur et mettre le pays à l'arrêt. Enfin, en Libye, RFI.fr nous apprend que le général Haftar veut aussi sa part dans le pétrole libyen. L'homme fort de l'Est libyen, Khalifa Haftar, a à nouveau appelé à une répartition équitable des recettes pétrolières. Principale source de revenus du pays, elles sont très souvent au cœur des querelles entre camps rivaux à l'Est et à l'Ouest du pays. Mais elles sont gérées par la Compagnie nationale du pétrole et la Banque centrale basée à Tripoli à l'Ouest. Dans son allocution à Ar-Djama, près de Benghazi, dans l'Est libyen, le maréchal Haftar a invité les autorités de Tripoli à former une haute commission pour mettre en place les dispositions financières d'une gestion équitable des fonds publics et des revenus pétroliers. Il laisse à cette commission un délai de 2 mois pour rendre son travail. En l'absence de réaction, il a prévenu qu'il agirait militairement. Les forces armées seront prêtes à répondre aux instructions le moment venu, a déclaré Khalifa Haftar, menaçant à raison de sa gestion financière le gouvernement de Tripoli dirigé par Abdelhamid Beidat. Ce gouvernement, désigné par l'ONU en février 2021, devait mener le pays aux élections générales en 2022, mais il a échoué. La communauté internationale l'a maintenu en place pour organiser celle espérée avant la fin de cette année, mais les Libyens ne s'entendent toujours pas sur le cadre juridique de ces élections. Il y a 1 an, les divisions ont refait surface et le Parlement, basé à l'Est, a nommé un nouveau gouvernement. Oussama Ahmad, le chef de ce gouvernement parallèle, a menacé le 24 juin dernier de bloquer les exportations d'hydrocarbures, exigeant une saisie des revenus pétroliers gérés par les rivaux dans l'ouest libyen. Balima, merci pour toutes ces informations sur la toile. À la semaine prochaine. Plaisir à Dieu. Merci Aminatou Yaya Maïga, merci chers téléspectateurs et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Messieurs, dames, merci également à vous de nous avoir suivis. Ici se referme cette édition d'information. Restez en notre compagnie. Nos programmes se poursuivent sur Bonferré Télévision.